Bonjour et bienvenue à notre quatrième Selling Café qui vous est proposé chaque mois par BDI. Euh, vous retrouvez sur notre site sellingvalley.bzh de tous les replays précédents euh, qu'on met aussi sous forme de podcast que vous pouvez écouter librement. Ce sera le cas dans le début de semaine prochaine pour celui-ci. Et donc aujourd'hui, on vous retrouve pour traiter un sujet qui nous tient à cœur à la BDI, c'est la cybersécurité appliquée à la course au large. Et on a le plaisir d'accueillir trois structures, quatre personnes, allez, quatre structures presque. Donc le programme de ce webinaire, on aura Marion de la société Own qui présentera un panorama global de la cybersécurité dans le domaine du maritime. Ensuite, on fera un zoom sur TR Racing et l'implication de son sponsor dans la gestion des datas et la sécurité euh, des bateaux de TR Racing, puisque c'est son sponsor. Et on fera un petit tour du côté de l'université qui commence à être plus calme désormais pour faire un petit zoom sur les formations. On regardera comment passer à la. Eh bien, je vais vous partager un support de présentation et donner la parole à Marion, qui va donc présenter un petit peu l'activité de Aune. Alors, je vais juste essayer de vous donner la main sur la présentation. Pendant ce temps-là, est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, bonjour à tous. Donc, comme dit, je m'appelle Marion et je fais partie donc, de la société ON. Donc, je suis analyste CTI donc, au sein de la société. Donc, nous sommes une société qui a environ 15 ans d'expérience. On a implanté à Paris, à Rennes et à Toulouse. Voilà, nous participons à l'occasion de cette ligne café puisque nous travaillons en étroite collaboration avec MCERT, donc vous devez peut-être connaître, qui est donc un CERT spécialisé sectoriel donc dans le maritime. Euh, c'est bon pour le. Ouais, j'arrive pas à te donner la main, donc je vais passer les slides. Ok, si ben, si tu tu peux veux. passer sur le suivant alors. Ok. Si on peut juste revenir quelques secondes sur donc ON. ON, c'est 4 pods d'activité, certes, auxquels je fais partie, donc, qui sont divisés en 2 équipes, on va dire, DEFIR, donc la réponse à incident, et l'équipe TTI, dans laquelle donc, je fais actuellement partie. Donc voilà, ça va être du renseignement sur la menace et comprendre l'attaquant, comment apporter finalement un certain nombre de renseignements à différents acteurs. Vous avez également un SOC, une équipe d'audit et du conseil. En fait, ce qui va nous permettre finalement de couvrir l'intégralité des problématiques cyber, que ce soit sur l'anticipation, on peut passer au slide suivant, la Ok. détection, la réaction ou l'amélioration. Voilà, D'accord. si vous avez plus de questions à la fin ou autres, bon. C'est On va les, c'est donc, les, c'est les quatre grandes étapes finalement de, de, comment dire, entre un incident c'est ça, et c'est tout justement. l'anticipation, quoi. C'est ça, c'est vraiment, on va partir vraiment de la détection en amont, donc avec un SOC par exemple, ou des exercices aussi de Red Team, on va passer par la réaction, donc là, dans ce cas-là, le traitement des incidents, du forensique ou encore de la levée de doute, avec évidemment ensuite de l'amélioration, donc de l'assistance à la conformité, etc. Et avant tout ça, évidemment, pardon, j'ai oublié l'anticipation, et là où moi je travaille aussi, c'est-à-dire évaluation de la menace qui est peut-être d'intérêt ou d'origine cyber, de diagnostic ou encore de l'analyse dans la maturité cyber d'une infrastructure numérique, des tests d'intrusion, etc. Il y a vraiment tout un cycle, en fait, on vraiment répond à tout un cycle. Ok. Tout un cycle. Juste pour Euh, les moins experts d'entre nous, un SOC, Red Team, est-ce que tu peux nous dire rapidement? donc, Red Team, ça va être des exercices qui vont essayer de challenger un système d'information donc en avant pour essayer de voir voilà, quels sont déjà
les problématiques que peut avoir le système d'information d'une entreprise. C'est-à-dire, voilà, on va essayer de jouer, en fait, ils vont essayer de chercher des vulnérabilités qu'on pourrait trouver dans le système d'information, une exposition aussi potentielle. Enfin, on va essayer vraiment, la Red Team va vraiment essayer de chercher toutes les failles qu'un système d'information, enfin, qu'une entreprise pourrait avoir sur son système d'information et essayer, en fait, de vraiment d'alerter pour après justement remédier à ce genre de vulnérabilité qui pourrait être exploitée par des attaquants par la suite et voilà et faire et être aussi sujet à des différentes menaces, en particulier en ce moment, la ransomware qu'on connaît beaucoup, qui exploite de nombreuses vulnérabilités, des vulnérabilités qui sont souvent peuvent être communes et qui ne sont malheureusement pas forcément remédiées à temps. Et voilà, c'est entre autres ça. Ok. J'avance mon schéma portuaire. Donc, comme dit tout à l'heure, donc nous entretenons une relation avec le MSAC puisque nous travaillons en fait régulièrement, c'est-à-dire que nous leur fournissons notamment tous les mois un rapport sur la menace qui impacte le domaine maritime, que ce soit en France, en Europe ou au niveau mondial. On a élaboré un premier panorama donc, sur l'année 2022. On est en cours de rédaction de celui de 2023. Donc là, sur cette présentation, je vais un peu faire un mélange des deux, mais surtout, évidemment, rester sur qu'est-ce qui s'est passé un peu en 2023. Là, je veux juste repartir un peu sur la base, c'est-à-dire qu'est-ce que pour nous le domaine maritime. Donc, on le sait, hein, c'est un domaine assez complexe dans sa composition, puisqu'on y trouve de nombreuses entités, que ce soit bien évidemment les ports, les navires, les armateurs, les installations offshore, toute industrie navale, la plaisance, tout ce qui est pêche, aquaculture, bien évidemment tout ce qui est transport et logistique, les services numériques également maritimes, les administrations publiques, les EMR, donc les énergies maritimes renouvelables, et également les infrastructures sous-marines. Donc c'est vraiment un écosystème qui est très large, qui est, on va dire, relativement difficile à couvrir dans son intégralité, surtout que ça demande quand même des différentes connaissances et spécialités sur de nombreuses thématiques. Là, on ne cite pas non plus toutes les télécoms aussi qui rentrent également en jeu dedans, puisque voilà, pour la navigation, etc. Donc, il y a vraiment un composite d'entités qui en fait, nous, ce qu'on essaye de faire vraiment, c'est comprendre la menace globale et comprendre la menace un peu plus, on va dire, spécifique sur des entreprises, sur voilà, pourquoi le domaine maritime est visé, pourquoi ce secteur qui est quand même assez stratégique va être régulièrement visé et quelle est la menace finalement sur ce genre d'entité, etc., qui compose tout ce domaine. Ok, parce qu'effectivement, toutes ces entités ont des systèmes d'information qui leur sont propres et qui sont connectés aux autres acteurs. En fait, tout est interconnecté. C'est ça, les problématiques de supply chain, on le voit avec la logistique par exemple, c'est quelque chose quand même d'assez important. Les entreprises de la logistique sont énormément usurpées, j'en parlerai un peu plus tard, mais c'est vraiment, on surveille nous beaucoup les campagnes de phishing justement sur ces genres d'acteurs et des compagnies telles que Maersk, CMA CGM sont usurpées non seulement pour cibler d'autres entités du domaine maritime, mais également pour cibler d'autres secteurs. Et c'est vraiment voilà, ce côté comment en fait finalement on le voit, un écosystème, le domaine maritime globalement, il est un peu entre tous les autres domaines, c'est-à-dire qu'il sert un peu de lien, on le trouve dans différentes formes, voilà, avec tous les secteurs, il travaille en collaboration avec de nombreux autres secteurs, et donc il peut être usurpé ou il peut également être visé, et ça on le voit aussi de manière un peu plus stratégique entre ce qu'on va voir après, avec ce qui se passe actuellement sur les conflits. Donc, en fait, justement, chez on privilégie un peu l'approche on va privilégier l'approche sectorielle pour comprendre en fait au mieux les enjeux spécifiques de chacun des secteurs sur lesquels on va travailler. Donc, on va prendre de là différents aspects en compte dans nos analyses, tels que les enjeux géopolitiques pour commencer. Donc, c'est vraiment une vision macro. Et ces dernières années, ou du moins les 2 dernières années, on peut voir que les conflits
mondiaux ou les confrontations qui peuvent exister actuellement ont eu vraiment un impact direct sur le domaine maritime. On peut tout simplement prendre l'exemple du conflit israélo-palestinien qui a vraiment mis en lumière en fait l'importance du maritime dans les échanges, etc. Mais vraiment et l'impact que ça peut avoir au-delà de financier, etc. Mais il y a vraiment cette présence importante. Donc, lorsqu'on essaie de comprendre un peu les espaces, si on peut voir sur la carte les espaces des grands espaces maritimes, notre intérêt, c'est en fait de comprendre les attaques cyber qui vont en fait, ou du moins la menace qui va émaner de ces différents conflits, de ces différents espaces, et de comprendre en fait l'incidence que ça peut avoir. Et d'où le fait, en fonction du type de structure, c'est-à-dire on peut être une petite structure, mais on peut avoir des relations étroites avec des plus grandes structures. Donc on peut être en fait une cible par ricochet parce que on peut potentiellement être moins protégé ou pas. Mais l'espionnage est quelque chose qui, dans l'industrie aéronautique, est quelque chose qui existe. La menace plus globale que sont les ransomware, comme on disait, est une menace qui exploite tout ce qu'elle peut, on va dire, toutes les vulnérabilités qu'elle peut trouver. Donc, et c'est celle-là, une des plus importantes finalement quand même. Il faut quand même rester sur le côté. Et les ransomware, donc c'est bien le blocage d'un système d'information contre une rançon. Ça va être ça, c'est-à-dire et le vol aussi, le vol de l'information, parce que ce qu'on se rend compte, c'est que les ransomware ont fait évoluer leur mode opératoire avec le temps, et en fait, quand ils vont évidemment chiffrer le système souvent, et maintenant il y a eu quand même une évolution, c'est-à-dire que généralement, le cœur on va dire, l'objectif de ce type d'attaquant, c'est quand même la donnée. On en revient toujours au même point, c'est la donnée, c'est-à-dire si le vol de données ou les groupes de ransomware, les affiliés, vont en fait dire, comment dire, demander une rançon parce qu'ils détiennent la donnée ou parce qu'ils ont chiffré. Et ils vont aussi la remettre en vente parfois, justement sur leur site de l'X, en disant que si la victime ne paye pas la rançon, ils mettront en ligne au plus offrant, ou même de manière à moitié gratuite ou de manière ces données-là. Et donc, ces données qui peuvent être des données sur les employés, des données stratégiques de l'entreprise, des données sur les clients également, des données bancaires. Ça touche tous les types de données qu'une entreprise peut avoir. Donc là, c'était des zooms. Les 2 slides suivants, on ne va pas forcément y rester beaucoup plus dessus, mais c'était des zooms sur des continents, c'est-à-dire au niveau du continent européen, bien évidemment, l'influence du conflit russo-ukrainien, qui est quand même assez intense depuis plus de 2 ans maintenant. Donc, on a pu voir que la Russie, etc., l'Ukraine, mais pas que, la Pologne, tous les pays aussi qui gravitent autour. Et là, c'était un peu plus sur une autre échelle, c'est-à-dire on a l'espace Indo-Pacifique qui est sujet aussi à de nombreuses confrontations multiples entre différents États. On va avoir toutes les problématiques des confrontations chinoises avec différents pays, que ce soit les Philippines, la Malaisie, la Chine et l'Inde aussi. Il y a bien évidemment la Corée du Sud et la Corée du Nord. Il y a vraiment énormément, et c'est assez complexe, c'est très intéressant, mais assez complexe d'essayer de comprendre un peu tous ces conflits pour retransposer les enjeux et de comprendre un peu mieux comment sur chacun de ces espaces, comme je disais tout à l'heure, les puissances, comment comprendre un peu mieux ces attaques. Effectivement, c'est intéressant. Et quel est le lien, en fin de compte, est-ce qu'il y a des conséquences sur une PME de la course au large au hasard est-ce que Oui, voilà, on peut d'une certaine façon, quand on regarde les grandes tendances de l'année, c'est l'année 2023, mais c'est une continuité par rapport à l'année 2022, on a 3 grandes menaces. Ça va être l'activisme, la menace cybercriminelle et la menace étatique. Sur les plus petites entités, on va dire, il y a les 2 principales menaces, ce sont la menace activiste. Quand je parle de menace activiste, on en a entendu parler en particulier en 2023, c'est la menace dite des groupes cybercriminels les groupes activistes qui se revendiquent d'une appartenance politique à un pays, en particulier à la Russie, donc ils sont apparus vraiment, leurs actions ont été beaucoup mises en lumière à partir de la guerre russo-ukrainienne.
En France, en 2023, c'est le groupe No Name qui a particulièrement impacté les entités qui appartiennent au domaine maritime. Et ce ne sont pas des entités, ça peut être des institutions gouvernementales, mais là, nous, on a vraiment, enfin, il y a eu des ports ont été énormément touchés, donc des administrations, l'industrie aussi. Donc c'est vraiment, donc les attaques DDoS touchent les sites internet généralement des entités, c'est-à-dire qu'ils vont faire tomber les sites internet ne seront plus accessibles. Donc il n'y a pas vraiment une incidence sur le système d'information comme on peut le voir pour les ransomware, où vraiment là il y aura vraiment des impacts financiers, etc. Là on reste quand même circonscrit au site, mais c'est l'image. Il y a eu énormément de médiatisation, ces acteurs jouent sur la médiatisation, plus que sur le réel impact que leurs attaques ont pu avoir, mais il y a cet effet un peu voilà, de peur, enfin, voilà, de mettre un peu, on va dire, de mettre enfin voilà. Et C'est vrai vraiment qu'avec là, les JO, les c'est élections, ça. Mais etc., voilà, ces acteurs-là sont très actifs, quoi. c'est ça. Cette menace, elle est vraiment liée en fait à la réaction des groupes face au gouvernement typiquement français qui va dire bon, déjà nous on a les JO et les élections législatives, donc évidemment ça n'arrange pas, mais disons que ils réagissent un peu en fonction des décisions prises par les gouvernements, c'est-à-dire une décision à l'encontre évidemment de l'Ukraine ou contre la Russie du moins. Et donc ils vont agir et donc c'est comme ça qu'ils communiquent sur leurs canaux de communication vraiment pour en réaction, sachant qu'ils s'immiscent de plus en plus aussi dans la vie politique des pays, en réaction, en portant, en se positionnant en fait comme des personnes qui apportent leur aide aux personnes qui ne seraient pas, enfin voilà, qui seraient un peu qui ne seraient pas défendues par leur gouvernement, on va dire d'une certaine façon. Il y a vraiment cet Et effet médiatisation. les ransomware, c'est plutôt une activité de cybercriminalité C'est ça. pour Et récolter de l'argent, en fait. voilà, il y a le secteur maritime n'est pas spécifiquement visé par les groupes de ransomware. En revanche, enfin, ils sont la victime voilà, Hmm. de manière assez importante. Et là, c'est pareil. L'impact n'est quand même pas le même. Les objectifs non plus. Hein. L'objectif d'un groupe de ransomware est évidemment clairement financier souvent, même s'il y a quand même quelques évolutions. Mais clairement, il reste financier. Le but, c'est de faire payer l'entreprise qui malheureusement est prise entre les taux de vouloir récupérer ces données qui ont été chiffrées et le fait de, bah, voilà, on conseille évidemment de ne pas payer. Mais il y a vraiment le ransomware, enfin, les groupes ransomware sont actifs depuis un certain nombre d'années, ça continue. Voilà, et ils vont exploiter toutes les failles possibles qui peuvent Et, exister dans un système d'information. Et comme on disait tout à l'heure, justement, le travail d'une red team, le travail de hmm. l'anticipation sur analyser en fait l'exposition aussi d'une entreprise sur Internet. C'est ce qu'on fait en partie dans mon équipe. C'est-à-dire Hmm. de dire à une entreprise, voilà comment vous exposez sur Internet, voilà les vulnérabilités que vous exposez sur Internet et comment elles peuvent être utilisées par des attaquants typiquement cybercriminels tels que les groupes de ransomware. Et enfin, voilà comment y remédier, ou voilà du moins comment atténuer le risque pour, D'accord. Et au là, niveau les de cette menace. cybercriminels vont plutôt chercher, enfin, ils attaquent tout type de structure et même peut-être même plus les petites qui sont peut-être Et oui, moins dotées ça. que les très grosses, quoi. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que les grosses structures ont tendance, même si le risque zéro n'existe pas, et on le voit bien parce qu'il y a des grosses entreprises qui ont été victimes de ransomware, mais voilà, les petites structures sont laissées aussi un peu plus à l'abandon sur ce genre de questions. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment il faut réagir? Voilà, quelles sont les réactions à avoir quand un système d'information, comment être chiffré, c'est-à-dire est-ce qu'il y a voilà, il y a des actions à mener assez rapidement pour essayer justement de savoir si oui ou non il est possible de récupérer, aller porter plainte, etc. Il y a vraiment un process qui de plus en plus a été mis en avant par les différents, voilà, qui est poussé pour essayer de remédier et pour essayer d'éviter, même si souvent, malheureusement, une fois que les données ont été chiffrées, il est quand même très dur de retrouver Hmm. ces données. Donc voilà, il y a tous les systèmes de backup, etc. Mais ces systèmes de backup, est-ce qu'ils sont bien différenciés, bien séparés de l'autre système? Hmm. Voilà, il y a beaucoup de questions qui se posent et c'est vrai que ça reste la menace, évidemment, qui impacte le plus tout type de Et, structure et les petites structures en et particulier. comme c'est bien fait, généralement, les rançons sont à la hauteur de la taille de l'entreprise et se dit, bah, je préfère payer, en fait.
Oui, C'est un peu voilà, ça le truc, hein. c'est ça aussi. Il y a du paiement. Enfin, globalement, de toute façon, les entreprises pensent aussi qu'elles vont récupérer leurs données en payant, et Mm. qui s'avère être quand même relativement peu. Enfin, il n'y a pas beaucoup de situations où des données ont pu être récupérées parce que parfois même les attaquants, une fois qu'ils ont chiffré les données, Mm. ne retrouvent pas, en fait, enfin, n'ont pas les systèmes de déchiffrement nécessaires pour ça. Donc, ce qui fait que voilà, que le risque quand même est assez important de ne plus revoir sa donnée, de ne plus avoir accès, de devoir tout reconstruire surtout, de devoir reconstruire D'accord, son système d'information, ce qui peut prendre du temps et qui prend aussi beaucoup d'argent. d'accord. Très bien. Je crois que c'est le Pour finir, dernier je voulais slide. juste faire, Oui. justement, on en a un peu parlé, c'est le zoom sur comme on parlait, les vecteurs initiaux d'attaque. Donc, Mm. comment en fait les attaquants vont tenter en fait bah, de compromettre un système d'information. Il y Mhm. a bien évidemment les campagnes de phishing et de spear phishing qui sont et qui restent une des techniques utilisées massivement par les attaquants. Donc, il y a bien évidemment les Mhm. campagnes de phishing vraiment globales que l'on connaît qui ne sont pas du tout bien préparées, mais il y a des campagnes beaucoup plus spécifiques. Donc, on va appeler spear phishing. On a aussi le BEC, le Business Email Compromise. Donc, c'est vraiment justement quelqu'un qui va usurper une entreprise pour en toucher une autre, pour justement lui faire payer des choses, etc. Mhm. Et des choses qu'on retrouve dans le maritime, qu'on retrouve globalement dans les secteurs, mais aussi dans le maritime. Et il y a tout un jargon qui est utilisé également dans le maritime. Alors, nous, on a plus vu cela sur tout ce qui est port, etc. Mais des entreprises plus traditionnelles sont également victimes, l'industrie, etc., de ce genre de menaces. Et c'est vraiment un vecteur utilisé massivement pour après déployer des malwares qui ne Mhm. vont pas forcément justement qui vont pouvoir être du ransomware, mais qui sont aussi des malwares qui vont juste récupérer de l'information, qui vont rester, qui vont enregistrer des choses qui sont faites sur un ordinateur, etc. Donc, il y a vraiment, Mhm. c'est vraiment une porte ouverte. Il y a C'est également ça, l'exploitation. Pardon, allez-y. c'est bien l'emailing avec soit la pièce jointe, soit le lien C'est ça, totalement. dont on mesure pas le risque qui permet d'ouvrir toutes les portes après, quoi. C'est ça, c'est vraiment une porte Ok. d'entrée qui est qui est assez utilisée et qui, si des mesures sont pas mises en place justement pour filtrer ce genre de mail et l'attention aussi parce que certains passent, donc il faut vraiment essayer de toujours se poser la question quand on ne Mm. connaît pas, etc. ou quand il y a des choses qui ne semblent pas très normales, voilà. Mais bon, c'est une des menaces principales. Ensuite, on a bien évidemment l'exploitation de vulnérabilités, comme on en parlait Mm. tout à l'heure. Donc là, cette année, Outlook, tout simplement, a des vulnérabilités qui ont été exploitées par des attaquants effectivement étatiques, etc. Mais les ransomware sont aussi, exploitent aussi ce genre de vulnérabilités. Dans le domaine maritime, on a aussi le cas des clés USB, puisqu'il y a certains systèmes d'information qui sont décorrélés d'Internet. Donc, on s'est rendu compte que c'était aussi un facteur de distribution de malware sur Mhm. les systèmes d'information. Et bien Et là, évidemment, c'est ce vieux truc où on laisse des clés USB soit traînées, soit offertes et qui ont un petit logiciel caché alors il y a derrière, hein, ça, c'est ça? mais il y a aussi également le fait que les clés USB sont utilisées pour mettre à jour les systèmes d'information C'est sur ça. certains, voilà. Et donc en fait, sauf que parfois elles vont être réutilisées, elles vont pas forcément être bien analysées par la suite. Et donc en fait, elles vont propager malware PlugX qui s'est propagé sur différents bateaux justement par potentiellement l'intermédiaire de clés USB. D'accord. Et on a, donc ça c'est directement lié, bah, notamment les ransomware, l'achat d'accès en ligne, c'est-à-dire on appelle ça le cas des Initial Access Brokers, où en fait des données qui ont été usurpées de différentes façons, c'est-à-dire des données personnelles, des données bancaires, etc., ou des données vont être vendues sur des forums cybercriminels et des accès en fait qui ont été usurpés mais qui n'ont pas été forcément. En fait, il y a Ah, d'accord. différents strates, c'est tout un écosystème de vendeurs-acheteurs, comme une économie normale, et une économie plus noire. Et donc, en gros, les vendeurs, en fait, vont vendre des accès à voilà, ils vont passer un message possédant des accès pour une entreprise du domaine maritime, de notre domaine, ou en disant directement le nom de l'entreprise, etc. Mais le but, c'est eux n'ont pas exploité ces identifiants pour justement pénétrer dans le système d'information, mais ils vont les vendre aux personnes qui, elles, vont ensuite
exploiter ce genre d'informations comme les groupes de ransomware. Très bien. Bien, merci beaucoup pour ce tour d'horizon complet. Ça nous a permis de bien rentrer dans le sujet. Et Merci à vous. donc, il y a les coordonnées, on a mis ton mail. Donc, cette étude, elle a été réalisée avec France Cyber Maritime et là, vous êtes en train de mettre à jour C'est les ça, données pour 2023. 2023. C'est ça, OK, totalement. très bien. Eh bien, merci beaucoup. On va passer à TA Racing et Advance. Comme souvent dans le domaine du sponsoring voile, il y a en général, ça ouvre tout un tas d'autres projets. Et là, le fait de trouver un des pure players de la cyber en soutien d'un team de course a permis de s'intéresser aux données et à la communication des bateaux de TR Racing. Donc, Jérémy, c'est toi qui commences ou je ne sais plus. Non, non, c'est Alexis Ablin. Je vais commencer Ok, la partie pour expliquer un peu la d'accord. data au sein de l'équipe. Est-ce Intéressant. que vous pouvez commencer par vous présenter tous les deux? Ok. Donc, bonjour à tous. Moi, c'est Alexis Ablin. Donc, je fais partie de l'écurie Thomas Ruyant Racing, TRR. Je suis en charge de tout ce qui est coordination technique dans l'équipe et essentiellement en charge des développements SE, SI au sein de l'équipe. SI, donc sur tout ce qui est système d'information. Très bien. Et bonjour à tous, donc moi je suis Jérémy Jourdain, je suis directeur technique chez Advance. Donc Advance c'est une boîte, comme vous l'avez dit, un pure player de la cyber. On est un acteur européen aujourd'hui, on est partout en France. On est également présent en Espagne, en Italie, en Allemagne. Et on a quelques personnes également au Canada et à Tahiti pour avoir une couverture horaire 24 heures sur 24, notamment pour nos activités SOC. Et effectivement, on accompagne TR Racing sur deux volets, donc le volet cyber, j'y reviens juste après, et aussi un volet technologique, puisqu'aujourd'hui, les technologies d'Advance, les technologies du SOC, Alexis vous expliquera qu'elles peuvent être utiles pour le traitement de la data à bord. Très bien. Vous me faites signe quand vous voudrez changer de slide. Je vous laisse la parole. Allons-y, changeons de slide, hein, ça c'était pour la Ok, juste en deux mots, là, quand même, pour présenter Thomas Ruyant Racing TRR, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est une écurie de course large. TRR, ça représente 30 personnes. 30 personnes au service de deux bateaux de course IMOCA qui ont, enfin, sans doute que tout le monde le sait, mais c'est intéressant de le rappeler, dont l'objectif de l'année, c'est le Vendée Globe, hein, à la fin de l'année. Donc, ces deux bateaux vont participer au Vendée Globe avec Thomas Ruyant et Sam Boutchai comme skipper. L'objectif est clairement de gagner le Vendée Globe hein, pour Thomas Ruyant et de finir le Vendée Globe pour Sam Boutchai. Derrière cette équipe sportive, enfin ces deux skippers, c'est une équipe qui est composée de 5 départements. Enfin, je dis ça assez rapidement, hein, c'est pour avoir un contexte. Hein. Les 5 départements, c'est il y a le composite, hein, la production, la mécanique et système, le gréement, l'accastillage, le bureau d'études et l'électronique. L'électronique, c'est un département à part entière. Hein, et dans l'électronique, il y a la maintenance, l'entretien de tout ce qui est capteur, système de charge, mais aussi tout ce qui est développement électronique et développement de solutions. Et à ce titre, on a donc, comme Jérémy le citait tout à l'heure, on a un partenaire Advance avec une présence très forte au sein de l'équipe, hein, avec 2 équivalents temps plein en termes de support humain, ce qui nous permet de développer des solutions techno en lien avec les besoins des skippers et les besoins des teams. Et par ailleurs, et pour finir un peu sur TRR, c'est une écurie qui s'inscrit dans le temps aussi. Donc on a le Vendée Globe à la fin de l'année, mais ça ne s'arrête pas là. On a aussi l'objectif sportif de la Volvo, enfin pas de la Volvo, de l'Ocean Race en 2027. C'est une écurie qui va assez loin et qui voit aussi jusqu'au prochain Vendée Globe. C'est important de le rappeler, ça veut dire qu'on s'inscrit dans le temps en termes de collaboration avec Advance, mais aussi en termes de développement et donc on s'inscrit vers une projection certaine. On peut combien passer de à la... personnes chez TRR? Ah pardon, combien de personnes, c'est ça? Ouais. Du coup, chez TRR, c'est 30 personnes donc, réparties entre les 5 départements que j'ai cités et aussi, enfin ce que j'ai pas cité à tort, c'est une équipe support hein, qui est aussi très présente en termes de RH, direction, assistant de direction, logistique. Ça représente 30 personnes pour 2 bateaux. Ok. Le slide suivant, je présente un peu
Comment on fonctionne donc, autour de la data? Il faut savoir que la data, en fait, ça a complètement explosé depuis 5-6 ans, voire un petit peu plus, mais c'est en plein essor. La data, maintenant, elle est utilisée pour fiabiliser le bateau et améliorer la performance. Du coup, la data, c'est quoi exactement? C'est tout simplement à peu près 200 capteurs à bord du bateau. Des capteurs donc, qui sont destinés à faire fonctionner le pilote automatique d'une part. Donc derrière ça, c'est des données un peu classiques et courantes, mesure de vent, cap, centrale inertielle, attitude du bateau. Et aussi, on a une autre partie de capteurs qui permet de mieux capter son fonctionnement et ses limites de fonctionnement, qui sont des capteurs à orientation structurelle qui orientent la fiabilité. Donc ça, à bord du bateau, cela représente 200 capteurs. Une journée de navigation, juste pour donner quelques chiffres, c'est environ entre 2 et 3 gigas de data. Ah oui. Quand même, ouais. Ces données, en fait, il faut savoir un peu les exploiter, parce que c'est bien beau de les avoir à bord, d'installer tous ces capteurs, mais ensuite, il faut réussir à en tirer profit. Donc, c'est là où intervient aussi Advance. Il nous accompagne pour exploiter au mieux ces données, pour développer des outils. Et pour la petite histoire, là, je montre dans le screenshot de la planche. Simplement, une fois que les datas elles sont collectées, on les met dans une database, un flux, et puis on utilise Grafana. C'est qu'une petite partie des outils qu'on a, mais pour refaire des relectures de données, pour diagnostiquer éventuellement des anomalies, enfin en faire toute une analyse qui correspond à certaines questions des équipes techniques et aussi du skipper. Donc la data, ça part du capteur, mais ça va jusqu'à l'exploitation qu'on voit en graphique et tout un tas d'autres besoins. Est-ce que c'est le type de graphique que voit le skipper ou lui, il a accès à des données un peu simplifiées? Alors le skipper, à bord du bateau, il a accès à des données synthétisées qui sont complètement simplifiées. Ça, c'est une bonne intervention. Ça, c'est clairement, ces graphiques, c'est plus aux équipes techniques. Celui qui est en charge, par exemple, de l'accastillage, il veut voir ses limites, les limites de charge qu'il y a dans son gréement. Et de sa propre initiative, il a maintenant accès à ce tableau-là et puis il va aller chercher des extrémums ou des comportements. Donc c'est vraiment ces graphiques, c'est vraiment destiné à l'équipe technique. C'est vrai que le skipper, lui, il en a moins. Certains skippers, pour avoir envie d'y accéder, là, ils ont besoin d'avoir accès à la synthèse du résultat. Simplement, est-ce que la manière de naviguer, elle est bonne ou pas? De manière pragmatique, c'est ça la question qui leur intéresse. Ils s'en foutent de savoir un peu, en démo simple, de savoir comment se comporte la donnée ou le capteur en question. Et du coup, la data, si on passe un peu au slide suivant, voilà. Alors, ce que je citais en préambule, nous, la donnée, elle a deux vecteurs. C'est vraiment distinct, les deux, et c'est vraiment deux domaines assez forts qui sont la fiabilité et la performance. C'est deux choses qui sont vraiment distinctes l'une de l'autre. La fiabilité, il y a trois grandes familles autour de la fiabilité. C'est la structure du bateau, s'assurer que, on va y revenir après comment on fait pour s'assurer d'une bonne surveillance. C'est la structure du bateau, être sûr que le bateau il soit dans les calculs fournis par les ingénieurs structure. Ensuite, on a aussi la partie gréement, tout ce qui est autour du mât. C'est des mâts standards, mais malgré tout, on a besoin, qui nécessitent un contrôle pour ne pas dépasser certaines limites de charge dans le gréement, pour être sûr qu'on l'utilise correctement. Et on a aussi une sécurité réseau qui émerge de plus en plus. C'est ça qui est géré à part entière par Jérémy et son équipe. Alors, ça, c'est vraiment, on parle de fiabilité. C'est que la donnée va permettre au bateau d'arriver de manière intègre et de finir la course, sans gêner la performance. Donc là, on mesure les forces qui s'exercent sur la coque, sur les gréements, grâce à une batterie de capteurs, c'est pas ça? Exactement. Et là, en fait, à chaque sujet, en fait, il y a une collaboration assez intéressante. Si on parle de la structure de la coque, on parle d'un besoin qui vient de l'architecte, qui est confirmé par l'ingénieur structure, que l'équipe elle va mettre au point en installant une solution de capteur. Et ensuite, on a Advance qui va mettre en place une solution de data reporting automatique avec sous forme de tableau, des choses comme ça,
qu'on va refournir à nouveau aux architectes qui vont leur servir de support d'échange. En fait, c'est paradoxal, nos bateaux, au final, ils sont de plus en plus légers, mais aussi, ils ont des comportements qui sont de plus en plus nouveaux. Là, on a des bateaux qui volent, maintenant, littéralement, depuis le dernier Vendée Globe. Là, maintenant, c'est parti. On a dessiné des carènes qui permettent de voler encore mieux, avec du volume qui permet de moins planter. Du coup, on a des comportements au niveau de la structure qui évoluent aussi. Donc, la surveillance de la structure est un point essentiel. Et ça, on a pris conscience lors d'une course, d'ailleurs, l'année dernière, à la Fastnet Race, où le bateau, il allait vite, on était bien, on était serein, et le comportement du bateau était parfait. Et puis, lors d'une succession de vagues et tout, il s'est désintégré, la structure s'est désintégrée. On a perdu donc quelques cloisons à l'intérieur qui se sont délaminées, avec un début d'entrée d'eau. Enfin, on a frôlé la catastrophe, ce qui implique qu'on est encore en apprentissage. Du coup, on a besoin de ces données pour comprendre. Et là, dans le petit graphe, c'est juste à titre d'illustration, mais à travers les capteurs qu'on a dans la coque, on peut simuler, l'idée derrière tout ça, c'est de simuler quelle est la force de l'impact face à la vague. Et ensuite de définir éventuellement d'anticiper, c'est-à-dire qu'on n'est pas que dans la réaction, en fait. Là, non, du tout. Alors, là, il y a deux niveaux. Là, clairement, on anticipe pour les designers, donc les ingé structures, est-ce que ça correspond à leur modèle de calcul, d'une part, mais ça peut permettre aussi au skipper d'avoir il n'a pas les infos de graphe, mais il y a des alarmes qui sont fonction d'une limite de seuil, qui peuvent lui dire, on peut lui fournir un retour d'alarme en disant de lever un peu le pied, enfin de diminuer la charge dans le bateau. Et ça, ce qu'on a dans la coque, on l'a aussi dans les foils. Aussi, on a des capteurs de charge, de déformer le composite dans les foils. On l'a aussi dans les safrans. Nous, on n'a pas fait le choix de l'avoir dans le mât. Dans le mât, ce qu'on a, c'est le gréement. On a la charge dans les gréements. Et à tout ça, ce qui est intéressant d'ailleurs, nous, on a une vieille culture en fait, dans la voile qui n'est pas hyper en avance. Par rapport au fonctionnement de détection de seuil ou de limite de fonctionnement par rapport à tout ça. On a un fonctionnement donc, qui est assez arriéré, qui est dès qu'on dépasse le seuil limite, on a une alarme qui sonne. Et l'apport d'Advance et la sujet nous permet de progresser réellement parce qu'il ne suffit pas de dépasser un seuil pour que les problèmes soient critiques. Si on se positionne juste en dessous du seuil, à 99% du seuil limite, ça peut être aussi dangereux. Et en fait, il s'agit de regarder la donnée dans son contexte et de voir comment elle évolue. Et c'est là où l'Advance nous apporte aussi une culture de l'alarme et de mieux la gérer et de prévenir éventuellement des problèmes de fiabilité ou d'anomalies. Ça, c'est hyper intéressant. Donc, c'est là où on évolue un peu et ça, Advance aide l'équipe à évoluer, mais pas que. Aide aussi les ingés structurants de ne pas raisonner uniquement par rapport à un seuil, mais par rapport à un contexte et l'évolution de la variable dans un contexte. C'est hyper important de le modifier parce que je crois qu'il y a des similitudes avec l'environnement cyber, que Jérémy. Ok. Juste. On fait beaucoup à parler. En plus, j'imagine que au-delà de la lecture du J2, du J3 et de la coque d'une part, il y a aussi un mélange de ces deux types de data ou pas? Entre quoi? Entre le gréement et là, on a deux exemples de graphiques, mais est-ce que le gréement et la coque, du coup, il y a aussi d'autres types de data? Alors, autre que gréement et coque, autre type de data. Ouais, est-ce qu'elles communiquent aussi, ces deux types de data? Il y a carrément une corrélation quand on a cité le J2 et le J3. On le voit très bien quand on charge le gréement. On a une déformée de la coque qui intervient. Ça, on le voit et c'est assez intéressant de le voir où du coup, ça permet d'apprendre et de comprendre. Apprendre à utiliser ton gréement, mais on voit que le J3 ou le J2, ils ont une influence sur la coque qui est conforme en fait par rapport aux prévisions des modèles fournis par les ingés, par JC Design. Nous, c'est avec eux qu'on travaille. Qui est conforme par rapport à leurs prévisions. Mais on voit cette petite influence. Ok.
Par rapport dans l'ensemble aussi, enfin, il y a un autre item, donc c'est la sécurité réseau, je laisserai Jérémy en parler, mais moi je fournis ici juste un élément de contexte, c'est que maintenant en fait sur nos bateaux, la navigation Internet, elle est prépondérante. En fait, on passe notre temps les outils météo, ils sont développés, du coup on a des plateformes météo, comme Windy d'ailleurs tout simplement. Hein. Windy qui est un site d'accès météo enfin libre à tous, mais qui fournit une multitude de contenus que les skippers utilisent du coup. Hein. C'est vraiment l'outil principal. Donc en tout cas, la navigation Internet autour de la météo, autour du média, autour des échanges techniques, enfin, elle est prépondérante. Maintenant, on a des bateaux qui sont connectés 24 heures sur 24. On a aussi, d'une part, d'autre part, on a, un peu comme tout le monde, on suit un peu la dynamique d'évolution des antennes et du coup, on est passé aux antennes Starlink qui permettent de fournir un haut débit à bord des bateaux, du coup, qui est maintenant maîtrisé en termes d'intégration. On a fait une transat aller-retour avec, comme d'autres bateaux avaient fait les tours du monde. Hein, les sous-teams aussi, on avait fait l'usage. Du coup, là, on partira sur le Vendée Globe avec notre antenne Starlink. Donc, il s'agit maintenant, à travers de la sécurité réseau, on sait que c'est primordial et on sait qu'on doit être infaillible. Du coup, l'apport de Advance à ce sujet pour nous accompagner et rendre la navigation fiable. Je laisserai Jérémy en parler un petit peu de ça tout à l'heure. Ok. Mais qui dit aussi euh, connexion au débit, veut dire aussi plus de données encore. Alors oui, alors c'est plus de données qu'on peut télécharger. Après, on a dans la classe IMOCA, en vue du Vendée Globe, on a l'interdiction, enfin on n'a pas le droit de transmettre de la donnée. On le fait, voilà. Donc nous, on n'a pas le droit de récupérer la donnée ou de prendre la main sur le bateau à distance. Enfin, on pourrait, ça en technique, en navigation technique à la journée, c'est des choses qu'on pratique régulièrement. On a mis des solutions de télémétrie en place pour être plus réactif sur l'analyse des données. Du coup, on récupère la data à terre pendant les navigations ou les essais techniques, et ça, c'est interdit en course. C'est interdit dans la course IMOCA, enfin, tout ce qui est régi par la classe IMOCA. Mais pourtant, c'est des mines d'or. Hein. Enfin, c'est pas pourtant, mais pour apprendre et être plus réactif sur l'accompagnement, c'est des mines d'or. Après, on peut comprendre qu'on l'interdit pour être le plus équitable possible ou pour des principes éthiques de non-insistance. Mais du coup, après une course, vous récupérez des téraoctets de données, j'imagine. Ce que je citais tout à l'heure, c'est environ, enfin actuellement, ça vaut le coup, mais ça devient presque c'est transformé, mais je crois que c'est 3 gigas une nave, parce que j'ai 24 heures de nave, mais c'est moins, je pense que c'est une navigation, il faut compter sur une transat, on est autour de 30 à 40 gigas de données. D'accord. Ouais, et qui sont compressées, c'est vrai que c'est important de le rappeler. Donc c'est énorme. Donc après ces données-là, c'est clair que il faut savoir comment les traiter. Enfin, longtemps on s'est arrêté en disant on récupère la data, mais on ne sait pas quoi en faire ou comment on l'exploite. Là maintenant, nous on a mis tous les outils en place, comme je le citais tout à l'heure, entre l'analyse via les graphiques, des reporting automatiques. À titre d'exemple, autour de la fiabilité dans ce contexte, on travaille sur des reports de détection d'anomalies automatiques. C'est dès que le bateau il revient, ou même en mer, c'est à tout moment on a une détection de capteurs, enfin de panne concernant les capteurs ou de comportement anormal concernant un capteur. Donc là, on utilise tous les algos qui ont été développés, qui sont maîtrisés par Advance pour diagnostiquer ou prévenir une panne éventuelle. Ça, on est dans le cadre de la détection anomalie. Ok. Comme c'est intéressant, je ne vois pas le temps passer. Peut-être qu'on peut passer la parole à Jérémy pour voir la sécurisation de tout ça, en fait. En fait, je vais développer 2 thématiques. Je vais terminer la partie data pour compléter ce qu'a dit Alexis en vous expliquant comment les technologies de sécurité viennent aider justement Alexis et ses équipes à faire tout ce qu'il vient de vous présenter. En fait, c'est déjà un premier sujet cyber, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, donc moi je rappelle, je travaille dans le SOC, donc le Centre opérationnel de sécurité d'Advance. Qu'est-ce qu'on fait dans un SOC? On protège en fait nos clients. Et pour protéger nos clients, on a besoin de collecter énormément d'informations, des logs, des événements, des traces diverses et variées, de les transformer, de les enrichir et en temps réel de détecter des corrélations et de détecter des anomalies. Donc, en fait, quand vous regardez l'histoire que vient de vous expliquer Alexis, d'un point de vue fonctionnel, c'est exactement la même chose en cyber. Donc évidemment, en cyber,
Le but pour nous, c'est de trouver des attaques et de les bloquer. Dans le bateau, pour la partie data, c'est pas tout à fait la même chose, mais ce sont exactement les mêmes technologies. Donc le premier rapport, effectivement, qu'Advance peut avoir auprès de TerraSig, eh bien, c'est de mettre à disposition nos compétences cyber, donc en termes de collecte de logs, en termes de normalisation, en termes de corrélation. On fait aujourd'hui du machine learning, on utilise de l'intelligence artificielle pour détecter les anomalies, et donc on met au service de TR ces algorithmes pour le faire. Sur un volet un peu plus cyber, on a eu besoin, par exemple, Alexis vous a expliqué qu'on avait 200 capteurs à bord. Donc, il y a certains fabricants de capteurs et d'une manière générale de technologies qui sont très ouverts. Ils nous fournissent les documentations, ils nous fournissent les API, donc c'est très facile de récupérer les informations. Mais d'autres sont beaucoup plus, on va dire, obscurs. Et donc, on a besoin de faire de la rétro-ingénierie. Donc, ça reste toléré en France à des fins d'interopérabilité. Mais donc, on fait ce qu'on appelle du reverse engineering. Et ça, le reverse engineering, aujourd'hui, on utilise des techniques d'intrusion, entre guillemets, c'est-à-dire c'est des techniques qui sont régulièrement utilisées par nos auditeurs, par nos red teamers, et donc on a eu besoin de retrouver parfois ce genre de technique pour comprendre comment un équipement à bord fonctionnait et comment nous allions pouvoir nous interfacer avec lui et récupérer ces informations. Donc ça, c'était pour le volet data. Si je reviens maintenant sur un volet pur cyber, donc, je vais m'inscrire en fait dans ce que Marion nous a introduit au départ. Donc, je vais juste faire une petite introduction finalement sur qu'est-ce que c'est qu'un IMOCA. Un IMOCA, c'est un système autonome, d'accord. Donc, Alexis a expliqué, c'est un prototype complètement en carbone. On a des panneaux solaires, on a des hydrogénératrices, on a des moteurs diesel qui vont entraîner des alternateurs pour recharger des batteries, on a des connexions satellites, on a des centrales de navigation, on a des pilotes automatiques, on a de l'électronique, on a de l'équipement industriel, on a de l'IoT. Bref, c'est une usine sur l'eau, d'accord. Il y a une usine qui est connectée à Internet et cette usine génère, comme l'a expliqué Alexis, énormément de data. Donc ça, c'est pour planter le décor. Alors on va se dire, OK, bon, en fait, c'est de la course au large. Quel rapport avec la cyber? Est-ce qu'il y a des menaces de sécurité qui pèsent sur le bateau? Eh bien oui, on peut tout simplement, comme l'a expliqué Marion, on peut avoir des intrusions directes. Voilà, le bateau étant connecté sur Internet, on peut avoir des attaques, des tentatives d'intrusion directe. On peut avoir, vous savez qu'on a du Wi-Fi, on a des équipements communicants à bord. Qu'est-ce qui se passe si on a le bateau qui est apponté, qu'on a un événement en départ de course? Est-ce que le Wi-Fi est sécurisé? Est-ce que depuis les quais, on ne peut pas tenter de s'introduire sur le bateau? On a énormément d'équipements à bord, je reviendrai dessus juste après. Le ransomware, aujourd'hui, c'est une vraie menace. Aujourd'hui, le skipper a accès à Internet, il a accès à des fois, il peut échanger avec des communications avec ses proches, etc. Bon, qu'est-ce qui se passe? On parlait de récupérer des informations météo. Qu'est-ce qui se passe s'il se connecte sur un site qui a été compromis, et qu'est-ce qui se passe s'il récupère un ransomware? Ça peut être problématique. Le déni de service, c'est-à-dire je vais envoyer massivement des communications pour justement tenter de saturer les liens et du coup avoir un bateau qui est coupé d'Internet et qui donc ne peut plus récupérer ses fichiers météo, etc., etc. Donc les motivations, ça peut être un coup de com', je vais attaquer le bateau ou attaquer l'écurie pour faire parler de moi. Et aussi, surtout, comme l'a expliqué Marion, ça va être les mouvements latéraux. C'est-à-dire que le bateau ou TerraSig n'est pas forcément une cible, mais voilà, on sait que TerraSig est partenaire d'Advance, on sait qu'Advance protège des gros clients en France et à l'international. Peut-être que pour un attaquant, il peut y avoir une motivation à tenter de pirater le bateau dans l'espoir vain de pouvoir remonter chez Advance ou ailleurs. Donc tout ça, c'est vraiment une réalité. Et donc, on est obligé finalement de prendre en compte certaines menaces et de mettre en face de chacune de ces menaces des mesures pour protéger le bateau. Alors, qu'est-ce qu'on a fait depuis, je ne sais plus Alexis, depuis combien de temps on travaille ensemble, mais ça fait une paire d'années maintenant. Donc, au départ, on a fait un audit. C'est moi qui me suis chargé de ça. Donc, moi, j'étais expert cyber à l'époque et je mets pour la première fois les pieds dans un bateau de course. Je n'y connais rien. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est un audit. Et bien voilà, on trouve le réseau, on trouve des inventaires, etc., etc. Donc, je vais vous la faire rapide. Qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé par faire de la segmentation, c'est-à-dire regrouper les équipements par catégorie. Donc, des équipements de communication, on va les mettre à un endroit du réseau. Les équipements de navigation,
on va les mettre dans un autre endroit du réseau et évidemment, on va essayer de rendre étanches ces zones. A priori, il n'est absolument pas normal, je prends un exemple, qu'un pilote automatique puisse discuter avec Internet. Donc, c'est juste de l'hygiène fondamentale. On va segmenter le réseau et contrôler les communications. Donc, on va utiliser des techniques comme des VLAN, comme du firewall, comme de l'IPS pour se protéger d'éventuelles menaces entrantes depuis Internet. Et ensuite, on va appliquer ce qu'on fait en cyber, on va réduire la surface d'attaque, donc on va désactiver des services non essentiels. On va essayer d'appliquer des mises à jour. Vous savez qu'aujourd'hui, sur un ordinateur, vous avez des mises à jour de sécurité régulièrement. C'est pareil. On va regarder sur les équipements, s'assurer qu'on est bien en dernière version, s'assurer de désactiver ou de sécuriser les services inutiles, etc., etc. Alors, pour la petite histoire, il y a des choses très simples. Par exemple, mettre des mots de passe robustes. Parce que par défaut, on n'a pas de mot de passe sur beaucoup d'équipements, ou alors c'est des mots de passe triviaux. Pour la petite histoire, on s'est aperçu que certains équipements, il y avait juste le concept de mot de passe n'existe pas. Donc là, on est un petit peu embêté parce que on peut contacter le fournisseur et essayer de discuter avec lui. Pareil, parfois certains sont collaboratifs, d'autres un peu plus compliqués. Donc tout ça pour dire que le niveau de sécurité 100% n'existe pas. On est obligé de composer avec et donc de mitiger les risques existants. Après le mot de passe, on est passé, donc, comme je le disais, à ce qu'on appelle le hardening, donc la sécurisation des systèmes d'exploitation et des services. Donc on désactive ce qui est utile, on renforce les configurations. Pareil, et ça, donc, c'est pas propre à TR-Racing, mais je ne vais pas citer de fabricants, mais on retrouve assez souvent les mêmes technologies dans les bateaux. Et très souvent, moi, ce que je constate, c'est qu'on est sur des systèmes basés sur Linux, des systèmes plutôt obsolètes, c'est-à-dire on peut avoir des vieilles versions de kernel, on peut avoir des services qui ne sont pas à jour, et on n'a pas les mises à jour. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le fabricant ne permet pas de mettre à jour ces services, donc c'est une vraie problématique. Alors, je le modère tout de suite, les systèmes ne sont pas exposés et ouverts sur Internet. En revanche, à partir de l'instant où on arrive à avoir un accès dans le bateau, il est très facile aujourd'hui de compromettre des équipements. Donc, une fois qu'on a fait ça, on a été plus loin. Et on a des mots de passe robustes, on a segmenté le réseau, on a durci tout ce qu'on pouvait durcir. Et là, on a commencé à attaquer. C'est-à-dire qu'on a fait des tests d'intrusion, on a fait des audits techniques un peu plus poussés sur différents organes du bateau. Et là, des bonnes surprises, pas de faille trouvée, bravo le fabricant. Et des surprises qui, pour le coup, sont un peu plus inquiétantes. Donc, évidemment, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais pour vous donner un petit peu des familles de vulnérabilités. Première vulnérabilité, c'est que, pour la petite histoire avec Alexis, on avait fait un scan du réseau pour découvrir les équipements. Et il y avait un équipement qui nous répondait et on ne le trouvait pas. On a fouillé tout le bateau, il y a un équipement à bord et on ne le trouve pas. Et en fait, on s'aperçoit que, dans un boîtier fourni par un fabricant, à l'intérieur, on avait un Raspberry, 2 Raspberry Pi. Et ça, c'est pas dans la doc, c'est pas connu. Et pourtant, c'est sur le réseau, ça communique. Il y a un accès à SSH, il y a un serveur web. Et évidemment, il n'y a pas de mot de passe où on a des failles HTTP qu'on pourra exploiter et donc on pourra compromettre l'équipement. Voilà, premier exemple. Deuxième exemple, on a comme j'expliquais, des équipements qui sont un petit peu obsolètes, qui présentent ce qu'on appelle des RCE. Donc on peut exploiter des vulnérabilités qui nous permettent d'exécuter du code à distance et donc de facilement prendre le contrôle de l'équipement sans avoir besoin d'avoir des identifiants ou des mots de passe. Donc, comme je vous l'ai dit, là où ça devient grave, c'est que certains équipements sont des équipements communicants. C'est-à-dire que, pareil, ce n'est pas forcément documenté. Vous mettez un boîtier électronique à bord de contrôle de l'énergie, et en fait, on s'aperçoit que ce boîtier monte des VPN vers un cloud qui permet aux fabricants de récupérer de la télémétrie, etc. Donc ça, si on n'y fait pas attention, déjà, on peut avoir des fuites d'informations. Ça, c'est pour ça que la segmentation nous permet de détecter facilement. Il suffit de mettre un firewall pour qu'on voit, tiens, c'est bizarre, j'ai un équipement interne qui cherche à exfiltrer de l'information à l'extérieur. Mais quand on creuse un petit peu sécurité, le côté sécurité, on peut s'apercevoir de certains problèmes, comme par exemple des possibilités potentiellement de compromettre les clouds. Et imaginez aujourd'hui, si vous arrivez à compromettre le cloud d'un fabricant, vous pouvez potentiellement rebondir sur toute la flotte équipée de ce type de technologie. Donc ça, c'est un sujet, je ne peux pas en dire plus, mais ça nous a amené à faire des choix et à prendre des décisions
désactiver des services, de choisir des technologies par rapport à d'autres, etc. Et donc ça, je tiens à saluer les équipes TR parce que c'est hyper, en fait, les skippers, les équipes techniques vont toujours, et c'est normal, hein, privilégier l'aspect métier. Et aujourd'hui, ce qui est admirable dans les équipes d'Alexis, c'est qu'ils comprennent parfaitement les enjeux cyber et que dans certains cas, on va accepter de se dire, OK, je vais prendre une technologie qui est peut-être un petit peu moins bien sur le plan fonctionnel, sur le plan du service rendu pour la navigation, pour le skipper, etc. En revanche, qui offre des garanties sécurité qui font que je n'aurai pas de problème à gérer dans la course. Et ça, c'est assez intéressant parce que c'est pas intuitif, c'est pas naturel. On a l'impression que la sécurité vient embêter tout le monde. Mais du coup, c'est aussi quelque chose qu'on a réussi à développer, Alexis et moi, dans le partenariat. Ça fait que voilà, j'ai appris du monde de la voile et je pense avoir transmis également quelques bonnes pratiques sécurité aux équipes et ce qui fait qu'on a une association aujourd'hui qui fonctionne plutôt bien. Voilà ce que je voulais vous dire. Oui. Est-ce que c'est la pédagogie de tous les jours? J'imagine qu'il y a des nouveaux arrivants. Est-ce qu'ils passent à une petite sensibilisation avant d'avoir accès au système Oui, d'information de TRR? il peut y avoir de la sensibilisation, mais c'est vraiment de la sensibilisation tous les jours. Par exemple, hier, quelqu'un que je connais depuis des années chez TR Racing, il est venu me voir pour demander une formation sur comment améliorer les règles de filtrage dans un firewall. Donc c'est vraiment, voilà, on va parfois croiser également du personnel non technique qui va se renseigner sur, on entend que les Russes nous attaquent, est-ce que c'est vrai, Jérémy, etc. Voilà, c'est vraiment, on a aussi une curiosité en fait sur les sujets cyber et on sent quand même qu'il y a un vrai intérêt de tout le monde. Donc oui, moi j'ai envie de dire, c'est quelque chose de permanent. Et ce qui est vrai en cyber, hein, donc, comme je l'ai dit, le risque zéro n'existe pas, le 100% sécurité, ça n'existe pas. Et même si vous avez un système qui est théoriquement sécurisé à 100%, si vous vous arrêtez là, son niveau de sécurité, il décroît dans le temps. Pourquoi? Parce qu'il y a systématiquement des nouvelles menaces, des nouvelles attaques qui sortent tous les jours. Donc la cyber, c'est pas une opération one shot, c'est un processus. C'est un processus qui est composé donc d'humains. On a toujours des humains dans la chaîne aujourd'hui. On a besoin de technologie et c'est surtout du process. Donc c'est technologie, humain et processus. Pour moi, c'est vraiment un processus d'amélioration permanent. Est-ce qu'il y a eu d'autres effets bénéfiques au-delà du fait que voilà, on a un système plus sécurisé? Est-ce que ça a amené d'autres choses Alors, qui ouais, vous il y ont surpris? a. Alors, moi, j'étais surpris, donc c'est aussi pour ça qu'on le fait. Là, j'ai beaucoup parlé de la contribution d'Advance vers TR Racing. Mais il y a une contribution qui est également très intéressante sur la contribution de TR Racing vers Advance. En fait, c'est un terrain de jeu, finalement, ce bateau. C'est un prototype. Donc, nous, ça nous permet d'expérimenter des concepts, notamment dans les phases de navigation. Donc, on teste plein de choses. Parfois, ça fonctionne. Parfois, ça ne fonctionne pas. Et en fait, par exemple, je vais vous prendre un exemple. Aujourd'hui, donc, chez Advance, on développe un système d'exploitation sécurisé basé sur Ardent BSD. On intègre ça dans des appliances, ces machines physiques qu'on va mettre chez nos clients pour collecter ces fameuses données. Et aujourd'hui, sur le bateau, on avait des contraintes d'énergie. Donc, on n'a pas mis des machines Intel ou AMD, on était parti sur une technologie ARM. Et en fait, chez Advance, on a dû donc patcher nos noyaux, on a dû développer des drivers. Et aujourd'hui, il est fort probable que la technologie ARM soit demain utilisée par Advance par défaut sur nos sondes de collecte parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait une consommation énergétique bien inférieure, une stabilité identique et des performances identiques par rapport à ce qu'on faisait auparavant. Ça, aujourd'hui, on avait une intuition chez Advance. Le fait de travailler avec TR Racing nous a confirmé cette intuition et nous a finalement permis de développer plus rapidement des nouvelles technologies qu'on n'aurait clairement pas développées aussi rapidement si on ne travaillait pas pour TR Racing. Très bien. Alors, à nouveau, j'ai un problème de timing. Très bien, vous avez apporté un éclairage complet. On voit bien le côté, effectivement, usine flottante dans tout ça, mais je pense qu'il y a quand même encore plus de données que sur une usine lambda. Jack, peut-être une réaction avant d'évoquer tout ce qu'on peut faire pour les gens qui nous écoutent et d'évoquer les formations. On a vu le process qui était assez classique. Est-ce que tu es toi-même un peu surpris de cette partie de présentation? Non, non, absolument pas. Je veux dire, un navire, hein, c'est à la fois un système industriel, hein, au sens il y a beaucoup d'automates, hein,
qui envoient de la donnée sans forcément qu'on s'en rende compte, hein. Et on parle également des ports USB, parce que j'ai vu sur des navires, même petits, des ports USB que le propriétaire du navire ignorait lui-même. C'est également donc plein de capteurs et donc plein d'envois de données, sans oublier d'ailleurs les données du skipper lui-même. Lorsqu'on est dans la compétition, toutes les données de santé peuvent être des données extrêmement vulnérables, mais extrêmement précieuses, par exemple, pour des concurrents. Donc, je vois qu'il me reste 30 secondes, peut-être moins. Non, Oui. prenons. On va déborder un petit peu si les gens ont encore un petit peu de patience. Est-ce que tu peux rappeler qui tu es Bien déjà? sûr, bien sûr. Donc, je suis Jack Noël. Je suis l'ingénieur d'innovation cybersécurité de l'UBS, l'Université Bretagne Sud. Et sinon, à la base, je suis un ancien militaire. J'ai fait 30 ans au ministère des Armées. Et mon métier de base, c'était la guerre électronique. On dirait plutôt la cyberguerre aujourd'hui. Et pour vous dire à quel point je suis vieux, j'ai commencé par écouter les soviétiques sur le mur de Berlin. Donc mon domaine, au milieu, c'est plutôt le milieu terrestre. Mais la cyber s'applique évidemment à la terre, à la mer, à l'aérien et maintenant à l'espace. Donc j'ai pas mal de camarades également dans la marine et dans l'armée de l'air. Déjà pour faire le lien entre le panorama de la menace et l'université, je vous mets un petit lien dans le chat. Il y a une université néerlandaise qui fait en fait une cartographie actualisée, enfin mise à jour régulièrement, de toutes les attaques cyber dans le domaine maritime. Donc je vous ai mis le lien, donc n'hésitez pas à le consulter si vous le souhaitez. Donc nous, UBS, on est donc établissement public d'enseignement supérieur, le seul établissement public dans tout le centre-Bretagne, même si nous sommes plutôt implantés dans le Morbihan et le Morbihan Sud, puisque nous avons 3 campus, Vannes, Lorient et Pontivy. Nous sommes une jeune université créée en 1995, d'ailleurs déjà à l'époque par Jean-Élie Le Drian, maire de Lorient. Nous avons 11 000 étudiants, ce qui est plutôt petit à l'échelle française. Mais nous avons un certain nombre de niches d'excellence et d'axes majeurs. L'un de nos premiers axes, c'est l'employabilité de nos étudiants. On veut absolument que nos étudiants trouvent un travail en quittant l'université. Donc, sur le critère de l'employabilité, nous sommes entre les premiers et troisièmes en France, quelle que soit la filière. Nous avons, par exemple, une 50aine de filières par alternance. Quasiment toutes nos filières cyber sont en alternance. C'est-à-dire que l'étudiant est salarié de l'entreprise, mais également étudiant chez nous. Mais ça veut dire que nous faisons également beaucoup de stages, de projets, etc., ou de contrats pro. Historiquement, depuis 1995, nous sommes très orientés sur la mer et plus spécifiquement le littoral. Par exemple, nous sommes devenus les experts de tout ce qui est algues et on fait beaucoup de choses avec les algues. On a également une licence pro. Donc, quand on dit pro dans le jargon, ça veut dire par alternance. On a une licence pro unique en France qui est orientée nautisme et métier des ports. Et nous sommes les seuls à faire cette licence. Ensuite, par rapport à la cyber, donc la cyber, on va être sur Vannes et Lorient. Vannes, plutôt sur tout ce qui est cybersécurité logicielle et tout ce qui est cyberdéfense. Disons tout ce qui est soft, pour faire simple. Et sur Lorient, on va être sur tout ce qui est industriel, système industriel et objets connectés. Tout ça pour dire qu'on couvre un large spectre de la cyber, même si on n'a pas une spécialité dans le domaine maritime. C'est-à-dire que pour nous, le maritime va plutôt être un domaine d'application, plus qu'une spécialisation. La partie cyber-maritime étant plutôt reprise par Brest et l'Université de Bretagne occidentale. Enfin, tout l'écosystème, disons, brestois. Alors nous, établissement public d'enseignement supérieur, nous faisons bien sûr de la formation initiale comme continue. Nous sommes sur la cyber depuis 10 ans. On est quasiment parmi les premiers établissements publics à nous être emparés de cette thématique-là en tant que pure player cyber. Et d'ailleurs, toutes nos formations sont labellisées par l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité externe de l'information.
Et nous avons beaucoup de partenariats avec plein d'agences de l'État, diverses et variées. L'ANSSI, hein, je l'ai mentionné, et puis d'autres agences très variées. On a un partenariat spécifique avec la Marine nationale et on fait également des choses avec Alfusco à Lorient. Alfusco, les commandos de marine, ils ont tout un commando qui est dédié à l'innovation technologique. Donc on fait des choses avec eux dans le domaine cyber. Ensuite, sur la formation, de façon générique, nous formons 600 étudiants en cyber par an. Et de nouveau, sur ce critère-là, nous sommes quasiment les premiers en France sur le volume en fait, d'étudiants produits ou de la matière première produite, si vous me permettez l'expression. Et en plus, notre spécificité, c'est qu'on forme à Bac+3. L'université aujourd'hui en France commence à Bac+3. Hein. On prend des bacheliers, on les amène à Bac+3, Bac+5, master ou école d'ingénieur, Bac+8, doctorat. Donc là, on est déjà dans le domaine de la recherche. On crée un nouveau campus à Vannes, cybersécurité et data science. Donc on met vraiment ensemble tout ce qui est cyber, tout ce qui est sciences des données et tout ce qui est IA. Et ce nouveau campus qui va ouvrir en 2025 va regrouper 1000 étudiants autour vraiment de cette thématique. Donc là, comme tu disais, c'est des étudiants qui sont formés pour être opérationnels rapidement. Donc même dans les recherches de stage, c'est des gens qui ont un peu les mains dedans, si je peux me permettre. Oui. Alors, comme je disais, on fait beaucoup de stages et de projets. On est très connecté avec notre territoire. Hein. C'est une des spécificités de notre université. Et nous avons beaucoup donc, de partenaires étatiques, je l'ai mentionné, mais nous avons également beaucoup de partenaires industriels. Ça va de la toute petite start-up au grand groupe international, mais toujours français, là, du coup, vu la sensibilité de certaines thématiques. Et ce lien, en fait, avec le monde de l'entreprise, il est extrêmement important pour nous, pour deux raisons. La première raison, c'est qu'en alternance, 30% du corps enseignant doit venir du monde professionnel, hein, pour être toujours up-to-date, si j'ose dire. Et ensuite, évidemment, parce qu'on a besoin des entreprises pour trouver des alternances pour nos étudiants. Comme l'entreprise a besoin de nous pour trouver de futurs collaborateurs. Puisque vous n'êtes pas sans ignorer qu'il y a des tensions extrêmement fortes sur les métiers de la cyber. En fait, il y a un déficit dans les métiers cyber. Et nos étudiants, clairement, ils ne seront pas au chômage en quittant l'université. Ils seront même très bien payés. Alors, c'est pas pour vous faire peur, mais j'ai en tête un étudiant qui a commencé à 75 000 euros. Moi, c'était en Suisse. Ah oui, voilà, okay. Brut par an, ouais. On va être à 35 000, 45 000 euros. Très bien. Mais oui. Mais ceci dit, donc déjà, l'état d'étudiants, d'alternants, les entreprises peuvent contacter l'université. J'imagine qu'il y a un service entreprise qui doit faire le lien avec tous les acteurs. Bien sûr, donc je suis en train de partager mon écran, vous devez le voir là, je l'espère en tout cas. Rapidement. Voilà, donc là vous avez toutes nos filières de formation, hein. IUT, école d'ingénieur, faculté des sciences. Vous marquez qu'on est à la fois sur le soft et le hard. L'école d'ingénieur, hein, on a également un cyber range dans le jargon, hein. Range au sens presque militaire, un champ de tir est un exercice. Donc c'est un flight simulator de la cybersécurité. On a été le premier établissement public à avoir ça. Donc là, on a des notions de SOC, hein, ça a été évoqué plusieurs fois. On a des notions de Red Team et on peut monter des exercices très facilement. Donc on a fait des centrales nucléaires, des collectivités territoriales, de l'agroalimentaire. Je crois qu'on n'a jamais encore fait un système maritime. En tout cas, c'est techniquement possible. Voilà. Enfin, on va mettre le bateau, hein, c'était très bien dit auparavant, dans son environnement. Oui, dans son environnement. Voilà, c'est ça. Donc ça va être le bateau. On a parlé des pontons aussi. Voilà. Donc la cyber, c'est un objet en soi. Hein, mais la cyber est un peu partout aujourd'hui. Ça a été bien expliqué dans les exposés précédents. Donc c'est éminemment transverse. Donc nous, on a un pied dans le maritime, dans la cyber. C'est plutôt par les ports et les capteurs portuaires, en fait. On a des axes de recherche spécifiques sur la cyber. En conclusion, oui, sur les... Et là, je vous ai mis le panorama des menaces cyber, si vous voyez bien mon écran. Ouais.
On le Voilà, joindra à la voilà, présentation. lié au bateau, ben, on a déjà eu des étudiants qui ont travaillé sur le piratage de l'AIS, par exemple. Hmm. C'est-à-dire qu'on peut assez facilement mettre des étudiants sur des projets spécifiques. Mhm. Donc, AIS, je l'ai mentionné. On a régulièrement des entreprises qui nous sollicitent par rapport à leurs applications, par leurs API, ça a été dit, etc., pour regarder si dedans, il n'y a pas des vulnérabilités de code. Donc, on fait également pas mal de reverse, hein, comme Mhm. disait Jérémy. Voilà. Très bien. Donc, voilà, j'ai fait ça un peu pas de charge là. Ouais, je suis désolé. Pardonnez-le moi, Merci. pas de Non, non, problème, mais mais c'est vrai que c'était assez c'était clair. très clair. Ouais. Effectivement, c'est une des pistes à aller chercher aussi et proposer à des étudiants des projets en lien avec vos entreprises. Comme l'a expliqué Jérémy, le process, la première étape, c'est de faire un audit ou un diagnostic. Donc les entreprises cyber qui ont été invitées aujourd'hui à notre Céline Café peuvent tout à fait vous répondre. Alors, je vais mettre les coordonnées de tout le monde pour conclure. Voilà. Et bah, vous avez la chance aussi d'être en Bretagne, donc qui est une terre de cybersécurité où on a recensé 180 acteurs sur nos annuaires. Vous avez des aides pour mener ces diagnostics, soit la BPI, soit EDIH Bretagne, qui est aussi un dispositif qui vous permet de déjà faire un premier audit et de bâtir ensuite un plan d'action cyber. Je profite de cette conclusion. Donc déjà pour remercier nos intervenants, c'était très clair. On a débordé un peu, mais ça valait le coup, je trouvais. En tout cas, c'est un avis personnel au moins. Euh, N'hésitez pas à aller sur le site sellingvalley.bzh où vous retrouverez les replays précédents et vous retrouverez aussi un article sur un appel à contribution. Nous sommes en train de mener une étude sur le nautisme au sens large qui couvre aussi la course au large. Donc, vous êtes un acteur du nautisme, de la course au large. On a besoin de votre contribution. Ça permettra aussi de mettre à jour vos datas sur nos annuaires qui nous permettent de valoriser toutes les entreprises locales. Donc, je vous donne rendez-vous dans cette étude. Et puis, s'il y a d'autres acteurs de la cybersécurité, vous avez peut-être noté qu'il y a un grand projet en Bretagne pour fédérer l'ensemble des acteurs cyber de la région, qui s'appelle Bretagne Cyber Alliance. Donc, un site va être mis en ligne à la rentrée, et puis bah, ce projet va s'enclencher là d'ici la fin de l'année. Donc, là aussi, c'est BDI qui est à la manœuvre sur cette filière. Voilà, je vous remercie tous pour ce temps d'échange. Je vous donne rendez-vous fin août pour le prochain Céline Café. C'est le prochain Céline Café qui traitera de l'America's Cup. Et puis un autre rendez-vous cette fois en présentiel à l'occasion du défi Azimut, sur l'occasion aussi de rediscuter avec TR Racing, entre autres. Donc le vendredi 13 septembre à Lorient. Audrey, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Oh, c'est tout bon. Merci. Merci encore à tous et ben, je vous souhaite un bel été d'ici là. À Merci bientôt. encore. Merci, au revoir. Au revoir.